Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver de nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui commence un peu plus tard que prévu. Merci de votre patience. Vous savez que depuis dimanche dernier, nous sommes en séminaire du gouvernement qui a été clôturé tout à l'heure. Vous avez sûrement eu l'occasion de suivre les mots du président de la République prononcés à l'ouverture de ce séminaire, mais aussi c'est lui qui a été lu tout à l'heure par la Première ministre. Durant 3 jours, nous avons été ensemble pour discuter des principaux sujets qui concernent la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Vous avez suivi le président de la République parler des effets tangibles ou des actions que nos populations attendent, des réponses. Et nous avons pris 3 jours, et d'ailleurs on n'a pas terminé parce qu'il y a toujours des sujets qui restent en suspens, qui feront l'objet de réunions particulières avec, autour de la Première ministre pour nous assurer que nous avons bien calibré notre action, parce que nous sommes, tel que la Première ministre l'a dit, le gouvernement de la différence et le gouvernement du changement. Alors on disait gouvernement de warriors. Je pense que la Première ministre a donné une indication sur comment notre gouvernement doit être perçu, parce que nous sommes engagés à le faire et nous avons signé un acte d'engagement à la clôture de 10 travaux. Sûrement que beaucoup d'entre vous ont couvert ces activités. Et donc ce soir, nous allons faire un focus sur un pilier essentiel pour le développement et la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo, la justice. Le président de la République en parle plusieurs fois, régulièrement. Nous savons tous quels sont les défis qu'il faut relever dans ces secteurs, parce que nous tous, nous avons sûrement des Bibles où nous lisons que la justice élève une nation. Et ce soir, donc, nous avons le privilège de recevoir Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, honorable Constant Mutamba. Vous n'êtes pas présenté, mais ce soir, c'est votre première participation à cet exercice. Donc, 36 ans, député national de l'opposition, je précise, et même au gouvernement, vous êtes pour le compte de l'opposition, avocat, candidat président de la République. Avant qu'on aille d'ailleurs dans les vifs du sujet, comment avez-vous accueilli votre désignation à ces prestigieux postes de garde de Sceaux du gouvernement de la République démocratique du Congo? Mais avec beaucoup de modestie, pour avoir une petite expérience sur la question de la gestion de la chose publique. Mais avant d'aborder cette émission, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son choix, le choix porté sur ma modeste personne pour le compte de l'opposition politique, lequel choix a été aussi accepté par son Excellence Madame la Première ministre, pour assumer ces lourdes charges de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc le jour où il m'a été annoncé que j'étais nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Voilà, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, il y a beaucoup des sujets que vous abordez dans le cadre de vos responsabilités en tant que ministre de la Justice. Nous n'aurons sûrement pas le temps de tout épuiser, mais comme des traditions au cours de cet exercice des redevabilités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire de votre vision, évidemment, ou de comment vous comptez mettre en œuvre la vision du président de la République dans le cadre de votre secteur? Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il nous a nommés, il nous a assigné un certain nombre de missions claires. C'est de faire l'état des lieux du secteur de la justice qualifié de malade. Et ensuite, proposer une grille d'action qui pourront évidemment répondre aux attentes non seulement du chef de l'État, mais aussi et surtout de notre population. Ça veut dire que nous avons été à la recherche de la thérapie, du produit, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Et pour ça, nous avons identifié un certain nombre de priorités. Ça veut dire qu'il faudrait réformer
Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares de leurs comptes, mais aussi nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais. Le chef nous avait dicté de travailler sur ces deux textes en urgence, lesquels ont été adoptés au dernier Conseil des ministres. Nous nous sommes également attelés à travailler avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte qui devait désormais toiletter le processus d'exécution des décisions de justice. Parce qu'il s'est avéré que, malheureusement, la plupart des doléances, des jérémiades des justiciables relevaient plutôt des exécutions, des mauvaises exécutions des décisions de justice. Tantôt, puisqu'il s'agissait, ou il s'agit des jugements iniques, généralement assortis des clauses exécutoires sur minute, et donc c'est des clauses dolosives qui mettent en mal les entreprises publiques ainsi que les entreprises privées. Et donc il fallait arrêter ça, en complicité avec malheureusement certains juges véreux. Je ne dis pas que tous les juges sont véreux, certains magistrats véreux, certains avocats véreux, certains huissiers véreux. Et bref, il fallait arrêter tout de suite l'hémorragie. Nous sommes attelés à cela et je pense qu'avec ces mesures et ces réformes que nous venons d'amorcer, apporter dans les jours et semaines qui viennent, nous allons devoir stopper de manière drastique cette hémorragie des détournements, des délinquances économiques et financières. Nous nous sommes également attelés à travailler sur le parquet financier. Au deuxième Conseil de ministres, le chef de l'État nous avait instruit de manière claire de réfléchir sur la mise en place du parquet économique et financier en vue de lutter efficacement contre la corruption et la délinquance économique et financière. Nous avons travaillé sur le texte que nous avons soumis à la Commission permanente de réforme du droit congolais. Et donc le texte est quasi prêt. Et dans les jours qui viennent, nous allons devoir le transmettre à la Commission des lois pour son adoption au Conseil des ministres avant de le transmettre au Parlement. Nous avons également travaillé sur l'assainissement du secteur de culte et association. Comme vous le savez, il y a eu une anarchie inédite dans les secteurs des cultes et associations. Quiconque s'est réveillé et se faisait appeler apôtre, voire pape. Donc même moi, je pouvais m'octroyer le titre de pape Constant Moutaba. Et donc, il fallait vite arrêter cela, où vous avez une floraison d'églisettes, ou mieux églises, sur chaque coin de rue. Et nous avons mis en place une commission, après plusieurs séances de travail avec tous les chefs religieux, nos prélats catholiques, les protestants. J'ai rencontré tous les responsables, le président des LCC et bien d'autres. Réveil, Kimbanguiste et autres. Nous nous sommes accordés qu'il fallait assainir. Et nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Et le samedi dernier, nous avons clôturé les travaux et les mesures ont été rendues publiques. Entre autres, nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là.
Nous avons également travaillé sur l'F92, le fameux folio 92, en fait, qui était une pratique barbare et illégale qui faisait échapper à la République démocratique du Congo des millions et des millions de dollars. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur cette question? De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire des F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations et établissements d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé 1 mois. Ensuite, nous venons de prolonger ce délai des 90 jours. Mais ceci nous a permis, en 3 semaines, de décupler les recettes du ministère de la Justice seulement dans ces secteurs des cultes et associations. La semaine prochaine, au mieux d'ici la fin de cette semaine, nous allons devoir, après conciliation de compte avec la DGRAD, publier les chiffres que la République a captés à partir de cette réforme courageuse. Et ceci étant, nous avons décidé de signer des personnalités juridiques conformément à la loi. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Et nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun prérequis, et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. J'ai reçu un appel divin. J'ai reçu un appel divin, comme vous l'avez dit. Voilà, j'ai reçu de la prophétie de Dieu, etc. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène Église, où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter sur les réseaux sociaux, des pasteurs, il y en a même un qui m'a pratiquement apostrophé et tout. Et donc ça doit cesser. Pourquoi? C'est des leaders d'opinion qui ont vocation à ramener la masse vers le haut. Et donc, de ce point de vue, nous avons dit désormais il faut le permis de culte. On va me dire non, il y a cette problématique qui est déjà réglée par la loi. Non, la loi ne règle pas la question du pasteur. La loi règle la question du représentant légal. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'officier des cultes. Et nous nous sommes dit qu'il faut désormais encadrer tout ceci. Les mesures d'application concernant la délivrance de permis de culte, d'exercice de culte, seront bientôt rendues publiques. Et ceci va aussi permettre, évidemment, de maximiser les recettes de l'État, d'encadrer et de rendre efficace l'action du gouvernement. Nous nous sommes également attelés à lutter contre la dépravation des mœurs. Évidemment, il y a eu de la confusion sur cette question, où j'ai vu des campagnes de certains médias contre notre modeste personne. Non, nous sommes une société bantoue. Nous sommes une société traditionnellement congolaise, africaine. Et il est hors question de transiger sur les questions des valeurs ancestrales. L'Europe et les Européens ont leur culture, les Congolais et les Africains, nous avons notre culture. Et de ce point de vue, il est inadmissible de voir la manière dont la dépravation des mœurs a été mise au devant de la scène. Il est anormal de voir qu'aujourd'hui, nos enfants aient pris l'habitude de faire l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, etc. Nous avons dit non. Que ce soit les hétéros, que ce soit les homosexuels, tous doivent faire leur pratique dans leur maison. Il est hors de question d'accepter que nos enfants puissent reproduire les antivaleurs à partir de la télé. Bon, malheureusement, ça a été mal interprété et je remercie les forces de l'ordre pour avoir évidemment travaillé avec professionnalisme sur cet état des choses. Donc il n'a jamais été question pour le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo de pouvoir s'attaquer singulièrement aux homosexuels. Ça a été une campagne, une cabale montée de toutes pièces par les ennemis de notre peuple, les ennemis des Africains, les ennemis des Congolais.
Et donc, c'est une opération qui a réussi et nous avons également à l'occasion lancé l'opération contre les nuisances sonores. Comme vous le savez, ce ne sont pas les textes qui nous manquent, mais c'est leur applicabilité ou application. Il y a des textes qui concernent, qui réglementent la problématique des nuisances sonores. Et on vous dit non. Il est anormal que nos enfants puissent étudier avec des bars à côté qui mettent de la musique comme bon leur semble, avec des églises qui mettent de la musique comme bon leur semble. On ne dit pas question. Nous avons recouru et donc au texte qui répond à la question, qui protège les droits voisins, et nous avons donné des injonctions claires, aussi bien au procureur général près la Cour de cassation qu'aux autres services pour que ces lois soient d'application stricte. Ce qui a été fait, et c'est un processus en cours qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Et nous recevons les satisfaits, les applaudissements de la population, parce qu'il fallait du courage. Et donc, sur ce point-là, nous avons, comme vous le savez, réussi à tenter de moraliser en 3-4 semaines de notre gestion la société. Et nous avons travaillé pour faire revenir la peur du gendarme. Parce que nous nous sommes aperçus que la problématique, le vrai problème du Congo, c'est les désordres et l'indiscipline. Nous sommes donc attelés, surtout sur le plan des détournements de deniers publics, à donner des injonctions claires, à ouvrir des enquêtes judiciaires claires, de sorte que les détourneurs de deniers publics, d'abord, désormais répondent de leurs actes, mais aussi et surtout aient peur de l'argent de l'État. Et pour ça, nous n'avons pas hésité, pour votre information, à pouvoir utiliser la police judiciaire de parquet, à recourir au parquet traditionnel, parce que au regard de la loi sur les juridictions d'ordre judiciaire, le ministre de la Justice a le droit de donner injonction au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'aux procureurs généraux. Et les parquets, les magistrats des parquets sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Évidemment, il y a de petits débats à ce sujet et nous n'allons pas nous attarder dessus, mais nous avons mis en place un cadre de concertation pour qu'on ne crie pas à la violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous avons également créé le sceau de l'État. Comme je vous l'avais dit, il manquait un sceau de la République, un sceau de l'État. Et nous nous sommes attelés à pouvoir créer un autre spécimen. Nous avons déjà d'ailleurs commencé à les livrer au niveau de différents services, au niveau national, mais désormais, plus aucun service de l'État ne devra utiliser un sceau fabriqué à Gambela ou fabriqué à Zambie. Il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État, à commencer par la présidente de la République, la primature, jusqu'au niveau des administrateurs du territoire. Chose qui se fait déjà. Nous allons devoir présenter officiellement cela au chef de l'État parce que la commande de sceau de l'État a été passée à l'étranger. Et peut-être qu'il faut penser à conclure cette partie introductive pour permettre aux journalistes de poser des questions et d'apporter des éléments d'éclairage. Je vous en prie, je vais chuter. Sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des magistrats, nous nous y attelons. Nous sommes conscients que nos magistrats méritent de travailler dans des endroits, dans des infrastructures qui soient adéquates. Nos magistrats ont droit à une prise en charge médicale adéquate, etc. Nous avons déjà mis en place une commission qui travaille sur ça. J'ai personnellement saisi le président du Conseil supérieur de la magistrature et nous y travaillons. Nous avons également, nous sommes également attelés à moderniser les services de l'administration. D'abord, en bancarisant tous les frais de justice. La commission a fini son travail. Plus aucune caution, aucun cautionnement, aucune amende ne devra être payée en liquide. Nous voulons capter tous les frais de justice qui étaient jusqu'ici, qui échappaient jusqu'ici à l'État. Et pour ça, les banques vont devoir mettre des guichets avancés au niveau de chaque juridiction, de chaque parquet, de chaque police judiciaire. Nous avons également travaillé sur la numérisation.
comme vous le savez, il faut désormais que le président de la République, le ministre de la Justice, à partir de là où il se trouve, puisse voir quels sont les prisonniers qui sont entrés à Makala aujourd'hui. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, même avec les vieilles images qui ont été publiées et diffusées par TV5, c'est parce qu'il n'y a pas eu un système de numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Et pour ça, nous avons travaillé également sur les désengorgements des prisons. Dès notre prise de fonction, nous avons visité de prisons et nous sommes effectivement rendus compte des conditions parfois difficiles dans lesquelles vivent certains prisonniers. Mais il faut avouer que sur le plan de la prise en charge, nos prisonniers mangent 2 à 3 fois par jour. C'est moi le ministre de la Justice. Je sais l'enveloppe qui est débloquée par la République. Monsieur le ministre, et donc, je crois que sur ces sujets, il y aura des questions qui reviendront. J'attends. Et je pense aussi que dans le cadre de l'action que vous avez commencée, nous allons nous assurer que dans le cadre de cet exercice de redevabilité, que nous puissions voir, évidemment dans les conditions qui seront autorisées, de faire des tours dans quelques prisons pour nous assurer qu'il y a des efforts qui sont fournis pour améliorer les conditions carcérales. Et donc, monsieur le ministre, si vous autorisez, nous allons... Je vais chuter. Allez-y, allez-y. Donc, aujourd'hui, vous pouvez désormais entrer sur le site officiel du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, où vous trouvez tout dedans. Ça n'a jamais existé. Tout a été numérisé. La question des certificats de nationalité. Savez-vous qu'avant, on délivrait nos certificats de nationalité aux étrangers. J'ai mis en place une nouvelle procédure de délivrance qui passe par la contre-vérification de la DGM et de l'ANER. Ceci nous a permis de dénicher autant de demandes de certificats de nationalité de la part des étrangers, s'il vous plaît. Et je pense qu'il y a eu une fuite d'ailleurs, la fuite d'une lettre de la DGM à ce propos. Donc pendant des années, nous nous sommes livrés à nous faire infiltrer nous-mêmes. Et j'ai arrêté ça. Nous avons également travaillé sur le front judiciaire national. Travailler pour voir dans quelle mesure accompagner les efforts de guerre de nos FARDC, les efforts diplomatiques du chef de l'État. Mais au niveau interne, comment? C'est évidemment en activant un certain nombre d'actions qui relèvent effectivement et juridiquement, légalement de notre pouvoir pour pouvoir faire reculer le Rwanda qui est notre principal agresseur. Faire reculer les traîtres de la République que vous connaissez et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, monsieur le ministre de la Justice, il y a tellement à dire dans votre secteur. Les plus importants, ce que nous voulons dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui nous a été recommandé plusieurs fois par le président de la République, nous assurer que les Congolais comprennent le sens d'abord de la vision, mais aussi les efforts qui sont consentis pour avoir un secteur de la justice assaini. Alors, on va commencer cette partie des questions avec monsieur Amédée. Je peux vous rassurer que le chef de l'État nous a donné mission de sévir et nous serons intransigeants, intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des deniers publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison. Et nous réserverons des réponses implacables à cela. Et s'agissant du dossier auquel vous faites allusion, de l'ancien ministre des Finances, vous devriez simplement retenir que nul n'est au-dessus de la loi, mais en même temps, tous, même vous, en cas d'accusation, vous bénéficiez au regard de notre Constitution de la présomption d'innocence. Seul le juge, alors seuls les juges est habilité au regard de notre droit à pouvoir condamner quelqu'un pour un fait infractionnel. Et donc je ne voudrais pas ici m'immiscer dans une instruction en cours. Le seul rôle du ministre de la Justice au regard de notre loi, c'est de pouvoir donner injonction au procureur général de la cassation, aux procureurs généraux. Dès l'instant où l'instruction préjuridictionnelle est lancée, le ministre de la Justice s'est dessaisi. C'est la difficulté. Et de ce point de vue, je ne peux donc pas opiner sur la question. Cependant, nous avons mis en place un cadre de
concertation avec le procureur général près la Cour de cassation pour suivre tous les cas liés au détournement de deniers publics de près. Et vous pouvez vous assurer que personne de cité n'échappera à la justice. Merci. Alors, si je peux me permettre... Je dirais, d'abord, il faut des actions qui confortent la population. Nous sommes dirigeants, nous sommes gouvernants exécutifs pour agir en conformité avec les attentes de notre population. Si c'est en cela que vous qualifiez Constant populiste, ben je le suis. Mais sur la question des résultats, je viens de vous annoncer que le chef nous a instruits sur des réformes courageuses. Et nous avons pris des textes courageux. Je pense que M. le ministre de la Communication a repris cela dans les comptes rendus du gouvernement. C'est un secret des polichinelles aujourd'hui. Donc d'ici la semaine prochaine, vous allez ressentir les effets de ces réformes courageuses. Je vous ai parlé de la numérisation, mais entrez sur le site du ministère de la Justice. C'est une réforme majeure. Mais je vous ai parlé du certificat de nationalité. Mais vérifiez. Allez à la DGM. C'est ça du populisme. Je vous ai parlé que la suppression du F92 a fait décupler les recettes au niveau du ministère de la Justice. Mais allez vérifier. Et donc, bref, c'est des mesures concrètes. Seulement, le chef de l'État ne nous a pas nommés pour des discours. Le chef de l'État et la première ministre attendent de nous, ministres, des actions. Et je suis dicté par la seule volonté d'agir. Et nous agissons au quotidien. Nous avons de l'énergie pour ça. Vous savez, au vu des défis qu'il y a actuellement, le pays a besoin des hommes et des femmes courageux et audacieux, d'action. Lorsque le chef de l'État me dicte une instruction, moi je ne dors pas. Vous savez, à 36 ans, le chef fait de vous ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux. C'est l'un des portefeuilles de souveraineté, parmi les 4. Tout ce que je peux retourner en retour au président Tshisekedi, c'est mon dévouement. S'il faudra veiller, réduire les heures de sommeil, je le ferai. C'est ma loyauté ferme et indéfectible. Je ne viens pas pour m'amuser. Parce qu'il pouvait faire autant à tous les autres. Je vous rappelle que depuis 60, je suis le plus jeune ministre de la Justice et garde-sceaux. Et donc, qu'est donné en retour? C'est mon engagement. Et les résultats sont palpables. Nous avons donné des bus aux agents de l'administration, allez poser la question. Nous avons doté la police judiciaire des véhicules d'opération. Ça a existé seulement à l'époque des Singaoudjou, mais c'est du concret. Donc en un mois, nous avons réformé systématiquement. Et vous pouvez faire passer votre micro-baladeur au niveau du ministère de la Justice. On chante les chefs de l'État matin, midi, soir à cause des réformes que nous apportons. Aujourd'hui, tout le monde, tout gestionnaire a peur. Parce qu'on dit que attention, Moutamba risque de nous humilier. Tout le monde qui conduit mal, attention Moutamba. On me colle même beaucoup de déclarations à cause de la rigueur que nous avons imprimée sur la base des instructions du chef de l'État. Merci. Voilà, on va prendre la question... Ministre de la Culture et Arts. Je pense qu'il serait prématuré d'aborder les choses sous cet angle-là. Après un état des lieux profond, nous nous ferons une idée de ce qu'il faudra réellement apporter comme thérapie au problème de la commission de censure. Merci. De toute évidence, il est précis entre le ministre d'État, le ministre de la Justice, le ministre de la Communication et de la ministre de la Culture qui interviennent dans les traitements de cette question sur la censure. Peut-être que les mots censure ne paraissent plus très adaptés pour certains. En tout cas, d'après ce que la ministre de la Culture m'a dit, nous allons continuer les réflexions et les moments venus, nous communiquerons à ces sujets. Mais rapidement, une question de M. Tshisekedi dans la salle. Monsieur le ministre, il y a 500, je la pose à sa place, il y a 500, vous dites que les églises ne peuvent pas être séparées de 500 mètres, mais quid de celles qui existent déjà et qui sont voisins, justement? Comment vous allez arbitrer ces cas
démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Merci. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai procédé par une méthode simple. C'est faire auditer tous les services, tout ce que j'avais trouvé. Question de dresser un tableau réel de l'état des lieux, de ce que j'ai trouvé. Faire rapport à la hiérarchie afin d'envisager des mesures d'action. C'est ce qui a été fait dans beaucoup de secteurs, y compris dans les secteurs de l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani, dont moi-même je suis victime. Donc la guerre de Kisangani, je l'ai vécue. Donc la date du 2 août 1998, moi je connais cette date-là par cœur. Donc nous avons décidé de geler tout mouvement débiteur dès notre prise de fonction. Cet argent jusqu'ici n'a pas été détourné tel que les gens le disent. C'est une désinformation que je dénonce et malheureusement de la part, selon ce que j'avais lu, entre guillemets, du ministre des Finances ougandais. C'est faux et archi faux. D'abord, l'Ouganda n'a jamais payé 3 tranches. C'est 2 tranches qui ont été jusqu'ici payées, pas 3 tranches. Et de ces 2 tranches déjà payées, ça ne représente pas le montant que le ministre ougandais, qui est dans une stratégie de distraction et d'intoxication, a voulu inoculer dans l'opinion. Nous allons recevoir les rapports, je pense probablement demain. L'IGF nous a fait part et les travaux vont reprendre. Les victimes de Kisangani seront indemnisées. Les travaux pour lesquels ces fonds ont été destinés seront réalisés. Alors, condamné par la Cour internationale de justice à des frais de réparation d'indemnisation de l'ordre de 365 millions de dollars, si mes souvenirs sont bons, payables en 5 annuités. Et les annuités sont dues à chaque mois de septembre. Donc, il y en a eu pour l'année dernière, 2023-2022. Voilà. Et donc, le prochain mois, c'est en septembre qu'ils paieront la 3e tranche et que tous ces fonds serviront strictement à réparer des dégâts causés par les victimes de ce qui s'est passé. D'ailleurs, Monsieur le ministre d'État, cette année, je pense que la cérémonie des Génocos, nous la ferons à Kisangani. Voilà. Alors, on va prendre la dernière question en lingala. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, ça va. Si vous ne l'avez pas, tant mieux. Merci, Merci beaucoup à vous. Mes questions. Encore, Monsieur Martin Moudimbi. Nous aurons d'autres exercices de redevabilité, pas seulement avec le ministre d'État, ministre de la Justice, mais d'autres collègues viendront où nous aurons l'occasion de répondre à vos questions pour édifier ceux qui nous suivent.